Et l'on poursuit avec notre invité Cyril Amourski. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant en sciences politiques à Paris, vous êtes journaliste indépendant. Vous repartez d'ailleurs ce jeudi en Ukraine. Après, vous y êtes rendu déjà à plusieurs reprises. Et c'est votre témoignage justement qui nous intéresse aujourd'hui en tant que jeune franco-russe ayant décidé de prendre le parti en fait pour l'Ukraine dès 2014, puisque adolescent déjà vous étiez place Maïdan pour soutenir ce mouvement d'émancipation ukrainienne. Quel est aujourd'hui votre regard sur cette guerre ? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas changé de position depuis 2014. Je dirais que ma position est devenue encore plus pro-ukrainienne depuis 2022, depuis les exactions, les crimes terribles commis par la Russie et donc l'ampleur de l'horreur qu'on observe donc depuis quasiment un an. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pris position dès 2014. Il y a plusieurs personnes qui rigolent, qui disent oui, mais comment à 11-12 ans, on peut déjà avoir une conscience sur ce type de sujet. Croyez-moi, lorsque votre pays il est envahi, comme c'est le cas en ce moment en Ukraine, il y a une réaction tout à fait. Il y a une prise de conscience assez rapide au niveau enfin, peu importe l'âge, il y a déjà une prise de conscience. Mon frère, par exemple, il va avoir bientôt 9 ans. Il a connu la guerre clairement dans sa ville même, à Kiev, dès l'année dernière. Il est tout à fait conscient de ce qui se passe également. Donc voilà, moi je suis journaliste indépendant. Mon but, c'est d'être sur place, de montrer la vérité de ce qui se passe sur le terrain. Je le fais de façon objective dans le sens où je ne vais pas tronquer les événements, mais je l'admets, j'ai tout à fait une position pro-ukrainienne. Alors justement, vous parlez de votre frère, puisque votre famille est encore à Kiev, une partie de votre famille, je ne sais pas si je l'ai dit, vous êtes franco-russe, vous n'êtes pas ukrainien. Dès le mois d'avril, donc, vous étiez parti sur la ligne de front, vous y retournez, je l'ai dit, la semaine prochaine. Votre démarche est journalistique. Est-ce que vous estimez que la manière dont est couvert ce conflit aujourd'hui correspond à la réalité que vous avez déjà vue sur le terrain ? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'après, les journalistes n'ont pas accès à toutes les zones, ou certains journalistes ont plus accès à certaines zones que d'autres. Vous deux même, j'imagine. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je pense qu'il manque peut-être, dans un certain sens, des correspondants vraiment locaux. Parce qu'on en voit souvent, par exemple, j'ai pas de souci avec mes collègues français, mais on en voit souvent des collègues français, par exemple, en Ukraine, qui ne connaissent pas la langue, qui ne connaissent pas forcément le terrain de base. Et donc, effectivement, le contact est peut-être un peu plus compliqué. C'est le principe même d'un journaliste qui est envoyé sur un front. Bien sûr, sauf que vous savez qu'il y a aussi des médias, par exemple, qui recrutent des personnes en freelance ou bien des locaux tout simplement pour exercer ce même type de mission où justement le contact est peut-être plus facile. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui manque. Après, je ne critique absolument pas le travail de mes collègues français. J'en ai rencontré plein et ils font tous un travail vraiment exceptionnel. Je pense que ce serait peut-être pas mal aussi de donner peut-être la parole à des correspondants ukrainiens qui parleraient français. Ça, c'est une chose. Mais oui, je trouve que la France fait très bien son travail. Il y a des chaînes qui couvrent mieux le conflit que d'autres parce qu'ils le font de façon régulière. Et après, il y a des chaînes évidemment qui ont un parti pris parfois même pro-russe, et ça c'est assez désolant. Alors les combats se concentrent autour de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. On a vu là dans le sujet précédent les différentes possibilités stratégiques que pourrait mener Moscou, cette attaque par la Biélorussie, cette déstabilisation vue par Moldavie, c'est des choses que vous ressentez là encore en tant que... Je les ressens et je les entends, parce que j'ai discuté avec des collègues moldaves, que ce soit des personnes de la société civile ou des politiciens, ils le disent. Ce qui se passe, c'est assez grave. C'est-à-dire que c'est pas juste un discours de la présidente qui explique qu'il y a des menaces. Les menaces sont réelles. C'est pas juste du blabla. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est quelque chose dont moi, par exemple, je parle dès le début. Et ce dont les Ukrainiens parlent aussi dès le début en disant d'accord. Là, en ce moment, on parle de l'Ukraine depuis février 22. Alors qu'en réalité, on devrait en parler depuis au moins 2014. Mais la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, ça peut très bien être la Moldavie. La Moldavie ne fait pas partie ni de l'Union européenne ni de l'OTAN. Donc c'est un vrai danger. La Serbie, c'est autre chose avec le Kosovo. Je pense que c'est pas dans l'immédiat, c'est un peu trop loin de la Russie, mais c'est effectivement un danger dont on entend parler souvent. Et par rapport à l'est de l'Ukraine ou par rapport à l'Ukraine même, oui, on parle peut-être d'une offensive vers la ville de Kharkiv. On sait que la ville se fait plus régulièrement attaquer, en tout cas que sur ces 3-4 derniers mois. Et dans l'est, on voit une massification des forces russes sans véritable succès, mais une massification importante. Et une dernière question sur la perception par la Russie, par le peuple russe de cette guerre. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a transformé la société russe, qu'elle l'a fracturée? Quel est le retour que vous avez, puisque là aussi vous avez encore de la famille également en Russie? Moi, je dirais que c'est pas forcément une transformation forte depuis un an. Je dirais que c'est l'accumulation plutôt des événements qui se sont enchaînés sur ces dernières années. Les Russes, c'est un peuple qui, malheureusement, il faut le dire,
a le cerveau complètement lavé, et ce depuis un certain temps, surtout depuis 2014, depuis la révolution Maïdan, où on n'a pas cessé d'expliquer aux Russes que les personnes qui sont sur le Maïdan, ce sont des nazis, ils détestent la Russie, ils veulent massacrer des Russes, etc. Ce qui était complètement faux, et c'était de base une manifestation contre la corruption et pour l'intégration européenne. Rien d'autre, personne ne parlait de l'OTAN d'ailleurs à ce moment-là. Et en Russie, il y a des fractures fortes, surtout entre les catégories d'âge différents, entre les jeunes, entre les moins jeunes. Mais voilà, pour moi, c'est une cumulation. C'est-à-dire que le régime s'est installé, s'est cristallisé ces dernières années. Et là, ce qu'on observe, c'est tout simplement le résultat de plusieurs années de propagande. Voilà. Et ça, c'est assez Merci grave. pour votre regard, Cyril Amourski, pour ce franco-russe, mais cette position Mesdames ukrainiennes. Voilà. ukrainienne. Voilà, merci beaucoup.